outsiders dans le système, vous allez précariser tous les insiders, pour reprendre votre terminologie. Et c'est ça le but, c'est ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Nous allons mettre en place, c'est un changement de paradigme. Et ce que vous appelez précarisation aujourd'hui, demain ça sera un monde où les gens seront beaucoup plus autonomes et nous leur redonnerons les instruments de régulation sociale nécessaires pour que cette autonomie ne se réduise pas à la précarisation. D'abord, il faut commencer par la fin. Un équilibre hollandais à trouver, une synthèse. Il faut commencer votre article par la fin parce qu'on voit que vous êtes un communiste repenti, ça donne jamais des bonnes choses parce que vous êtes complètement dans l'autre sens. Et ensuite, excusez-moi, mais l'autonomie à laquelle vous aspirez, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde devrait être autonome, choisir son sexe, son métier et tout. Précisément, c'est le progrès de la civilisation. C'est le progrès de la civilisation. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Zemmour et Nolo revient juste après la pub avec notre grand témoin. Il a fait vœu de silence pendant 18 mois. Il revient avec un livre, avec une candidature à la primaire Les Républicains. Jean-François Copé sera avec nous, alors ne bougez pas. Justement, il a compris, il a changé, il a même un programme à présenter à la primaire Les Républicains. L'ancien accro des plateaux choisit dorénavant ses apparitions et il est avec nous ce soir, c'est Jean-François Copé. Bonjour. Bonsoir, monsieur Copé. Vous allez faire le tour, c'est compliqué. D'abord, ça vous fait vous lever un peu, c'est pas mal. Ça leur fait faire de l'exercice, c'est pas mal. La station assise est très mauvaise pour la santé. Si, c'est bien. Il faut choisir votre camp. Vous êtes député Les Républicains de Seine-et-Marne, maire de Meaux. Et pour commencer cet entretien, j'ai quelques petites questions à vous poser. C'est le QCM. Le même moment. Alors, votre retour en politique, il était nécessaire, inévitable ou superflu? Et pour moi, il n'a jamais fait aucun doute à partir du moment où je remplissais deux conditions. La première, avoir un projet. C'est le livre Le Sursaut français qui en est le résultat que j'ai écrit. Et puis deuxièmement, c'était que la justice me fasse connaître qu'il n'y avait aucun élément qui justifie de me mettre en examen dans une affaire où j'ai été sali alors je n'ai cessé de dire mon innocence. Donc ces deux points étant levés, pour moi, il était naturel de revenir dans le combat politique après que j'ai d'ailleurs beaucoup réfléchi à ce sujet. Alors justement, vous parlez de justice, la mise en examen d'un candidat à la présidentielle, ça disqualifie? C'est très compliqué ou ce n'est absolument pas gênant? Mais moi, sur ce point, je me suis prononcé. J'ai dit que si, pour ce qui me concerne, j'avais été mis en examen, je n'aurais pas été candidat. Oui, vous l'aviez dit sur le plateau de France 2 le 14 février dernier, mais alors du coup, en ce qui concerne Nicolas Sarkozy? Écoutez, ça, alors là, vraiment, c'est à chacun de dire ce qu'il en pense. Moi, je n'ai pas... Vous ne voyez pas d'inconvénient si jamais... mais j'ai pas dit que je voyais pas d'inconvénient. J'ai simplement considéré qu'on avait tellement émis de jugements moraux me concernant, sans rien connaître de ce qu'il était de la réalité des choses, que je me suis promis que, je ne le faisais d'ailleurs déjà pas avant, mais que je ne me mettrais pas à en faire après pour d'autres. Voilà. Oui, sauf que là, il y a un possible procès. Hein. Donc, ça, c'est encore autre chose. C'est sur une autre affaire. Écoutez, là aussi, qui concerne Nicolas Sarkozy pour les écoutes, trafic d'influence et corruption. Mais je ne ferai absolument aucun commentaire là-dessus, parce que ce n'est pas des choses qui me concernent, et que c'est à lui d'apprécier. Monsieur Copé, attendez, on peut... Évidemment que c'est à lui d'apprécier, mais on peut poser le problème. Vous pouvez poser, bien sûr. Sur le plan des principes. Là, on est dans une affaire où, en fait, ni Nicolas Sarkozy ni ses avocats ne contestent vraiment le fond de l'affaire. On joue surtout sur la procédure. Moi, je trouve que la Cour de cassation a validé la procédure. Moi, je regrette, mais d'un point de vue moral, on peut quand même parler de morale. Quand il s'agit de trafic, d'influence et de corruption, est-ce qu'il n'y a pas une disqualification morale à partir d'une certaine gravité? Parce qu'à partir du moment où surtout le fond n'est pas contesté. Écoutez, sur ce point, il y aura beaucoup de discussions et de débats. Moi, je ne participerai pas à ce débat. Donc je vous le dis, pour que ce soit très clair, non pas que je veuille d'ailleurs l'éviter, mais je me suis fixé quelques lignes dans ma vie. Parmi celles-ci, c'est premièrement de ne jamais commenter les décisions de justice, quelles qu'elles soient, et deuxièmement, de ne pas venir porter du jugement sur ce que doivent faire les uns ou les autres. Pour une raison très simple, je le répète, j'ai suffisamment vu de gens s'abaisser dans leur comportement me concernant, alors même que je ne cessais de dire mon innocence, pour ne pas considérer désormais que cette ligne sera... Mais vous ne pensez pas que l'exemplarité participe du sursaut français quand même? On est bien d'accord. Monsieur Copé. Et c'est donc pour cela que je me l'applique, comme je vous l'ai dit, à moi-même. Lorsque j'ai dit que si j'avais été mis en examen, je n'aurais pas été candidat,
C'est tout simplement parce que pour moi, les choses sur ce point étaient parfaitement claires. Il n'est pas encore déclaré, il n'est pas encore candidat. Copé, moi j'aimerais prendre le sujet à l'envers, si vous me permettez, parce que j'ai une mémoire un peu longue et je me souviens de la règle édictée par Bérégovoy et Balladur, vous en souvenez aussi sans doute, qui faisait que tout ministre mis en examen devait immédiatement démissionner. Bon. Et on s'est rendu compte que ainsi on mettait la vie politique dans la main des juges, qui n'étaient pas toujours bien intentionnés, et qui en tout cas n'incarnaient pas la statue du commandeur dans Don Juan, et qui pouvaient, donc c'était, si vous voulez, mettre la vie politique dans la main de juges, et il n'y avait aucune raison, la main politique elle est dans la main du peuple et non pas des juges. Donc avec ce que vous venez de dire, est-ce que vous ne faites pas la même erreur que celle qui fut commise, et on s'en est bien rendu compte, par Bérégovoy et par Balladur? Vous savez, d'abord 20 ans ont passé. Oui, exactement. Les temps ont beaucoup changé. Et je me rends compte, avec les années qui passent, que tout le monde s'improvise juge. C'est ce que je vous dis. Vous voyez, on est bien d'accord. Non, on n'est pas... Ben non, c'est pas ce que vous avez dit, c'est ce que je dis. Tout le monde s'improvise, c'est tout le monde juge. Ça veut dire que tout le monde juge. Bah oui. Non, là vous dites que les juges peuvent considérer que leur décision de mettre ou ne pas mettre en examen a pour conséquence qu'un homme politique se les mette ou non. Exactement. C'est pas ce que je dis. Je dis, aujourd'hui, tout le monde s'improvise juge. C'est-à-dire qu'au vu d'une rumeur, d'un bout de papier, plus ou moins bien reproduit, d'un article, parfois totalement écrit sans aucune espèce de scrupule déontologique, on peut raconter n'importe quoi. Bon. Donc à partir de là, quel est le seul marqueur que nous avons? C'est ce que disent les juges. Parce que nous n'en avons pas d'autres. C'est ce qui m'amène à vous dire la chose suivante. Dans notre droit, il est clairement établi que celui qui est mis en examen reste réputé innocent, en vertu du principe de la présomption d'innocence. En revanche, c'est ce qui fait sa différence avec d'autres statuts, le fait d'être mis en examen signifie que vous êtes susceptible d'être renvoyé devant un tribunal. Ensuite, à partir de là, il faut considérer que quand on est membre du gouvernement et qu'on est mis en examen, vous êtes politiquement dans une situation, je dirais, d'insécurisation pour poursuivre votre travail. Et c'est ce qui m'a amené à considérer avec le temps qui passe qu'effectivement, quand vous êtes mis en examen, c'est compliqué de rester au gouvernement. Voilà. Maintenant, vous réinventez le gouvernement des juges. Non, mais enfin, c'est votre point de vue. Oui, je sais. Encore une fois, encore une fois, il y a. Non, mais vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. L'autre optique, c'est de considérer qu'on peut être mis en examen et rester au gouvernement. L'expérience montre que c'est compliqué. Bon, voilà, et que la vindicte, la presse, les commentaires font que vous ne pouvez plus exercer correctement vos fonctions. Regardez, Éric Zemmour, très intéressant. Je n'avais pas été mis en examen il y a 18 mois du tout. Je n'ai jamais été dans cette affaire. Bon. Et il s'est quand même trouvé des gens, très très nombreux, qui vont dire « Ah, mais il ne peut pas rester à la tête de l'UMP. » Mais parce qu'ils sont d'accord avec vous? Non. Bah si. Bah non, je n'étais même pas mis en examen. Oui, enfin, vous avez compris pire que ça. Dès que le juge vient mettre son nez, il faut qu'il dégage. Eh bien, vous voulez que je vous dise là, c'était pas le juge. C'était la presse et c'était quelques responsables politiques. Les magistrats, ils ont travaillé en toute indépendance. Vos amis. Bah oui, c'est sûr. Et du coup, la politique, non, vos amis, monsieur Copé. Donc vous êtes en train de me dire qu'ils étaient peut-être irresponsables. Alors là, si vous venez, vous aussi, à mon secours. C'est pas de notre faute si vous avez mal choisi vos amis. Mais en l'occurrence, je signale que je n'ai pas employé le mot d'avis, ça vous a pas échappé. J'ai donc parlé de responsable politique par courtoisie, et que vous avez vous-même, vous avez carrément sous-entendu que c'était mes amis. J'ai le goût de la précision. Oui, mais alors si c'est de la précision, allons jusqu'au bout. Mes amis, eux, ont été formidables. Et c'est parce que mes amis ont été vrais amis, politiques. Et c'est parce que jusqu'au bout ils ont bien voulu. C'est parce que jusqu'au bout ils ont bien voulu croire que lorsque je leur disais que j'étais innocent, que j'ai pu pendant tous ces mois continuer de les voir, de construire ce qui est aujourd'hui le contenu de ce projet, le sursaut français, qui est le support avec lequel je m'exprime vis-à-vis des Français sur ce que je veux faire demain pour notre pays. Il me reste deux toutes petites questions. Le plus probable en 2017, c'est que François Hollande soit réélu président de la République, que Jean-François Copé soit le candidat des Républicains pour la présidentielle, ou que Marine Le Pen soit au second tour. Plus probable. Oui, c'est le plus probable. C'est une question un peu biaisée, parce qu'en vérité, je pense que François Hollande va avoir du mal à être réélu président de la République. Encore que, moi je suis joueur d'échecs, je sais qu'il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Et d'ailleurs, pour l'avoir trop sous-estimé en 2012, certains ont été un peu surpris. Que Marine Le Pen soit au second tour, c'est un risque réel.
et que je sois le candidat des Républicains, vous l'avez compris, ma détermination est totale pour l'être. Oh, Très bien. Éric Zemmour. Allez, une dernière toute petite... Même au fond de vous-même, vous ne pouvez pas l'imaginer. Une dernière toute petite question, si le second tour justement de la primaire oppose Nicolas Sarkozy à Alain Juppé, les deux favoris dans les sondages, qui vous soutiendrez? Je ne me place absolument pas dans cette hypothèse. Pourquoi? Tout simplement parce que, vous l'avez compris, je suis candidat pour l'emporter. D'accord. On vous accorde aujourd'hui 3% de... 3%. Je fais pas la Votre imitation d'Arlette Chabot. Vous voyez, vous aussi, vous avez de la mémoire. Non, mais vous êtes crédité de 3% dans les sondages. Ouais. Votre imitation de celui qui y croit est pas mal non plus. À ceci près que celui auquel je pense ne faisait pas d'imitation et qu'il a gagné. Et que, pour tout vous dire, je pense à lui tous les jours, c'est Jacques Chirac. Et croyez-moi... Mais tout le monde pense à Jacques Chirac en ce moment. Sarkozy aussi pense à Jacques Chirac. Sauf que vous me prêterez le crédit que nous n'avons pas tout à fait eu le même rôle à l'époque. Et moi, le même rôle, ni même la même histoire de relation avec Jacques Chirac. Bon, mais simplement... Oh non. Au départ oui, mais moi, c'est tout le temps. Ah oui, d'accord. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, je vois tout le temps. Je vois très bien. La deuxième chose que je voudrais... c'est que il faut surtout pas perdre de temps avec les sondages, hein, pour une raison très simple. D'ailleurs, qu'on soit très haut ou très bas. Et c'est un coutumier du très bas qui vous le dit. Parce que moi, j'ai quand même plus fréquemment visité les réserves pétrolifères du sous-sol en matière de sondage que la tête dans les étoiles. Ouais. Mais en même temps, c'est ce qui, à la fois, me donne une vraie constance dans le fait que je vais défendre mes idées jusqu'au bout et que je pense que ce que je propose, c'est-à-dire une rénovation complète de la gouvernance de ce pays, le rétablissement de l'esprit de commandement, fera peut-être la différence le moment venu, parce que j'ai, de ce point de vue, l'expérience d'avoir été maire de Meaux pendant beaucoup d'années et d'avoir vu que la politique, ça pouvait servir à quelque chose. D'accord. Alors, on a suivi vos douloureuses aventures, hein, on commence à bien vous connaître maintenant, mais voici ce que vous n'êtes pas, c'est tout de suite dans l'anti-portrait réalisé par Dimitri Kefelec. Après la guerre fratricide avec François Fillon, comme il n'y a qu'un seul lit pour plusieurs rêves, suivi de l'affaire Big Malion, on m'a désigné comme une sorte de coupable idéal. Vous revenez après 18 mois de traversée du désert et Jean-François Copé, vous avez quelque peu le sentiment d'être... Car vous n'êtes toujours pas le bienvenu chez les Républicains. Vous manquez Copé, monsieur Sever? Non. Non. Pas de langue de bois, non mais bravo, pas de langue de bois. Cette motivation pour être candidat à la présidentielle me paraît à tout le moins superficielle. C'est l'histoire d'un phénomène de meute, c'est l'histoire du bouc émissaire. Vous voyez des gens que je connaissais depuis toujours avoir qu'une envie, c'est de cogner. Bon. 2017, vous y pensez depuis 10 ans, alors que Nicolas Sarkozy venait d'être élu et ne vous proposait aucun ministère. Vous vous déclariez déjà candidat à la présidentielle pour cette date. Jean-François Copé, vous n'êtes pas dénué d'ambition. Vous voyez comment vous à 10 ans? À 10 ans? Enfin à 10 ans, 12 ans, 15 ans. Président de la République à 10 ans. On m'avait rencontré en 1992, il avait 28 ans, il était candidat à une cantonale perdue d'avance à Villeneuve-Saint-Georges, et déjà, il avait cette ambition, cette volonté de tracer un chemin jusqu'au sommet. Ça fait très très longtemps que je pense vraiment beaucoup à la politique et à l'engagement. Votre credo, vous le rappelez dans votre livre, c'est... La droite décomplexée. J'assume une droite décomplexée. Apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on mange pas pendant le ramadan. Vous n'avez pas non plus peur de vous livrer, vous êtes un hypersensible. Vous dites même pleurer en écoutant cette symphonie. La 7e de Beethoven. Je suis un fanat de musique. Aujourd'hui, vous revenez aussi sur vos erreurs, mais ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous, en 2000, vous n'étiez déjà plus le même. Jean-François Copé, bonjour Monsieur Copé, vous dites vous êtes remis au parler vrai après votre défaite aux législatives de 97, les dernières. Avec le temps et les années qui passent, on comprend que finalement il vaut mieux avancer avec le doute, alors du coup on vit moins de certitude et puis on essaie de parler un peu plus franchement. Il faut savoir être malheureux, il faut savoir être battu, il faut savoir regretter. Aucun homme politique ne le fait sincèrement. On ne peut pas revenir tout à fait pareil quand on a traversé la période que j'ai eu à traverser. À peine revenu, vous vous déclarez désormais candidat à la primaire. Voilà pourquoi Jean-François Copé, il fallait absolument vous inviter. Franchement, je vous ai tout dit là, vous avez tous les éléments. Et comme tous les candidats à la primaire, Jean-François Copé, vous avez également publié un livre. On en a parlé tout à l'heure, Le sursaut français chez Stock. Alors la synthèse, une question, c'est tout de suite dans l'apostrophe de Nolo.
Alors c'est une fiche de lecture qui a été rédigée avant votre réflexion sur Arlette Chabot, donc sinon je l'aurais rédigée autrement. Alors ça commence, votre livre, Le Sursaut français, commence par une défense façon ligne Maginot sur l'affaire Big Malion. Vous ne saviez pas, vous ne saviez rien. Et le pire, monsieur Copé, c'est que l'on vous croit. On s'inquiète pour vous, mais on vous croit. On croit à votre innocence. Ça, vous avez raison. Oui, mais je pense. Grand temps d'ailleurs. Voilà, je pense que. Oui, de toute façon, vous allez par rapport à vos amis, vous allez nous trouver de plus en plus sympathiques. Hein. Je vous ai toujours trouvé sympathique. Ce sera gardé. Alors, en bon français, vous vous demandez ensuite ce que vous pouvez faire pour votre pays, et en bonhomme politique, vous vous demandez simultanément ce que vous pouvez faire pour vous-même. Alors, pour la seconde question, vous en appelez au souvenir du Chirac de 1993. On en a parlé il y a un instant. Un homme alors isolé et au plus bas dans les sondages. L'espoir fait vivre. Pour la première question, vous en appelez à ce que vous appelez un changement radical de gouvernement. Je vous cite, ce n'est pas le principe de la décision qui doit faire l'objet d'une opposition, mais ce sont la mise en œuvre et les résultats qu'elle produit au bout de 12 ou 18 mois qui doivent être réévalués et débattus. Alors cette radicalité que vous appelez est quand même très tempérée, puisque le moment est alors venu pour vous de balayer les arguments d'extrême droite comme d'extrême gauche contre l'euro et en faveur du protectionnisme. Avec une petite pique à Zemmour au passage. Oui, qui est bien précise d'ailleurs. Oui, tout à fait. Non, mais j'ai lu. Autre manière de vous démarquer de l'extrême droite, ce n'est selon vous pas l'immigration, mais la nature de l'immigration qui pose problème en France. Il faut en venir à une immigration choisie. On a déjà entendu ça quelque part dans notre bouche. Même chose pour l'Europe. Autre bouc émissaire des différentes extrêmes, puisque vous rappelez que lorsque l'Europe décide, c'est aussi la France qui décide. Alors sur le plan économique, j'ai relevé une batterie, pas toutes, on fait beaucoup de propositions, mais j'ai retenu halte à la dépense publique, évidemment. Oui au référendum d'entreprise sur tous les sujets principaux. Oui à l'ubérisation du monde du travail. Fin de l'emploi à vie dans la fonction publique. Instauration d'une TVA anti-délocalisation pour abaisser les charges sur le travail. Un grand principe, celui qui travaille doit toujours gagner plus que celui qui ne travaille pas. Donc il va falloir instaurer un plafond des aides sociales, voilà. Et une grande méthode, du moins dans les premiers mois d'un quinquennat, vous voulez recourir aux ordonnances. Pour ce qui est de l'islam, message de fermeté et d'ouverture, avec rappel aux règles de la laïcité en contrepartie, du respect desquelles vous proposez une meilleure intégration de l'islam de France, notamment dans le domaine des lieux de culte, mosquées et carrés dans les cimetières. Alors, mes deux questions sont les formation des imams. Les formations des imams. Oui, j'ai pris fondamental. J'ai résumé évidemment. Et le tout étant quand même chiffré, puisqu'à ma connaissance, c'est le seul projet qui donne lieu à un chiffrage. C'est la dernière partie de votre livre. Et qui fait aussi la différence. Alors, moi, pour des raisons professionnelles, je suis une des rares personnes en France à avoir lu tous les livres des prétendants à la primaire. Il y a une forme d'héroïsme là-dedans, je ne vous le cache pas. En même temps, on est au moins deux, parce que j'ai fait le même exercice. Voilà, et vraiment, je ne vois pas de très très grande différence entre vous. Évidemment, il y a des nuances, mais on ne peut pas dire que vous vous démarquez les uns des autres. Donc la première question, ce sera pourquoi je voterai pour vous, si la fantaisie me prenait de voter pour la primaire des Républicains. Et la deuxième question, c'est qu'il m'a semblé que vous pouviez tout aussi bien vous présenter à la primaire des socialistes, en fait. Il y a quand même des clins d'œil très appuyés à Valls, qui vous a appelé d'ailleurs quand vous avez démissionné. Il y a peut-être plus qu'un geste humain, il y a peut-être un geste politique. Et vous faites des clins d'œil très très appuyés à l'adresse de Macron. Donc voilà, c'est les deux questions. Est-ce que vous n'auriez pas votre place avec une aide du PS, l'aile droite du PS, et qu'est-ce qui vous distingue des autres candidats à la primaire des Républicains? Écoutez, commençons peut-être par la première question. Qu'est-ce qui me distingue des autres candidats? Alors, si vous voulez, après du PS, ce qui me distingue fondamentalement des autres, c'est que je n'ai pas la même histoire qu'eux. Par exemple, je n'ai appartenu à aucun des gouvernements de Nicolas Sarkozy. Et que ce que j'ai formalisé, c'est-à-dire la droite décomplexée, je l'ai formalisé avant eux, et surtout avec un principe, qui est que si je devais, d'une certaine manière, leur faire ce reproche, je ne veux plus d'une droite qui recule tout le temps. Or, chacun dans leur genre, à un moment ou à un autre... C'est ce qu'ils disent dans leur livre, M. Copé. C'est tout ce qu'ils disent dans leur livre. Non, attendez, ne dites pas ça, parce que la grande différence, c'est qu'ils ont été en responsabilité et qu'ils ont reculé. Non, attendez. En tant que chef de parti, vous êtes comptable. Non, attendez. Franchement, moi je veux bien qu'on parle de tout, je veux bien que la facilité habituelle du moment soit de dire allez, on va vite, tout le monde dit pareil, je n'ai pas voulu vous contredire, mais si vous me dites que vous avez pris le temps de lire tous les livres, et qu'ayant pris le temps de lire tous les livres, vous trouvez que c'est pareil, alors franchement, on ne les a pas lus de la même manière. Quelques nuances près, je vous dis pas que c'est exactement le même texte, mais enfin, c'est rien de révolutionnaire. Qu'est-ce qui vous distingue alors, à part votre histoire? Excusez-moi, toutes les propositions que vous venez de citer, en totalité, vous ne les retrouvez que de manière très éparse dans les livres des autres, voire jamais.
la fin de l'emploi à vie dans la fonction publique pour les nouveaux entrants, je suis désolé, non. Non, je suis le seul à l'évoquer. L'embauche vous n'en avez pas parlé, l'embauche de 50 000 fonctionnaires, de 50 000 policiers, gendarmes, magistrats, gardiens de prison, pour renforcer le régalien, sans que ce soit des fonctionnaires, vous ne le trouvez nulle part. Le référendum d'entreprise généralisé, certains s'y mettent depuis, ça n'est pas dans les livres. Le gouvernement par ordonnance, théorisé comme je l'ai fait, a été un peu recopié ici ou là, mais jamais formalisé comme je l'ai fait. Et enfin, je suis le seul à avoir chiffré mon programme. Et sans compter certains des livres qui ne sont pas des livres programmatiques, comme je pense par exemple à celui de Nicolas Sarkozy ou même à celui de Bruno Le Maire. Donc, franchement, pour avoir bien... Non. Qu'il y ait quelques propositions éparses, j'en conviens bien volontiers. Vous trouvez là le seul livre qui construit un diagnostic et des propositions détaillées et chiffrées. Sauf que, les propositions ne sont pas chiffrées et que le mode d'emploi n'y est pas, et que d'autre part, il n'y a pas un corpus aussi détaillé, développé que dans mon livre. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour faire une copie meilleure ou moins bonne, c'est simplement pour vous dire que il y a derrière tout ça une réalité de différence. Cette réalité de différence, elle tient au fait que je peux, moi, plus sereinement que d'autres, incarner l'idée que si je suis élu, je ne reculerai pas. J'en donne le mode d'emploi. Vous refaites une virginité à bon compte quand même, parce que vous dites, moi je suis absolument pas solidaire de ce qui s'est passé, c'était votre parti, c'était vos idées. Je ne dis pas que je ne suis pas solidaire, je dis que je n'étais pas décisionnaire, c'est pas tout à fait la même chose. Attendez, vous oubliez, c'est normal, on ne peut pas se souvenir de tout, que lorsque je présidais la majorité à l'Assemblée, j'avais inventé un concept qui s'appelait la coproduction législative. Il servait à quoi? Je passais mon temps, je m'en souviens, nous en avions débattu à la télévision, je passais mon temps à faire observer à l'exécutif de l'époque, président de la République, Premier ministre, qu'il n'allait pas assez loin. Je l'avais dit sur les retraites, je l'avais dit sur les 35 heures, je l'avais dit sur la TVA dite sociale que j'appelais TVA anti-délocalisation, je l'avais dit sur la baisse des impôts, et je l'avais dit sur les questions de sécurité et même de laïcité à propos de la burqa, où il m'a fallu me battre auprès de l'exécutif pour les convaincre que s'ils ne rebondissaient pas sur ma proposition, je la déposerais moi-même avec mes 310 collègues. Ça fait beaucoup quand même d'idées différentes. Zemmour trépigne sur votre compatibilité sur votre compatibilité avec Valls, Macron et... Alors, ça c'est vous en parlez avec beaucoup de bienveillance. C'est le deuxième sujet. Je ne crois pas me souvenir d'avoir beaucoup parlé d'Emmanuel Macron. Sur la commission Attali. Oui, donc c'est vous dire que c'est un peu chose. Mais pourquoi j'en parle? Parce que c'est lui qui a rédigé les... Et je dis surtout que je dénonce là une dérive du processus de décision. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que un président de la République nouvellement élu avait parfois tendance, quand il était issu de la droite, à avoir une obsession qui était de séduire ceux qui n'avaient pas voté pour lui. Et de nommer au lendemain du jour où étant élu, il est là pour appliquer, ça, c'est la une commission, le fond de ce que propose Attali et Macron. Dont le rapport mais après vous dites par Emmanuel Macron. Après les propositions sont formidables. C'est là où on ne comprend plus. Évidemment. Donc vous êtes d'accord sur le fond. Donc sur le fond, vous êtes d'accord avec Macron. Attendez, je crois qu'on mélange tout. C'est pas une insulte. Non, mais je crois qu'on mélange tout. Attendez, là j'ai parlé dans mon livre du rapport Attali, qui était un rapport commandé par un président de droite, à Jacques Attali, avec des gens de gauche et de droite, dont j'ai dit pour l'anecdote que le rapporteur était Macron. Mais Macron, il écrivait ce qu'il pensait. Et il pense toujours la même chose. Il était le rapporteur d'une commission. Mais j'ai compris. Il a fait pareil. Mais cela étant, ce qui est vrai, c'est qu'Emmanuel Macron, dans ce qu'il dit, est égaré à gauche. Je m'explique. S'il était à droite, ce qu'il dirait serait totalement banalisé. Pourquoi est-ce qu'il est aujourd'hui vedette? Entre autres, tout simplement parce que, étant à gauche et tenant des propos de droite, il permet à une certaine gauche bien pensante de s'exonérer d'un post-marxiste qui a plus beaucoup de sens aujourd'hui, avec des mesures qui visent à vivre dans notre temps, c'est-à-dire celui du 21e siècle. Je ne sais pas si c'est complètement celui d'Éric Zemmour. Non, c'est pas celui. C'est celui d'une réalité. Voilà. Non, mais c'est pas lui. Dites pas que vous aimez un tel ou pas un tel. Non, le siècle. J'ai parlé du siècle. Je parlais pas de Macron. Bon, d'accord, vous me rassurez. Je me permettrai pas. Oui, c'est ça. Voilà. Vous n'aimez pas le 21e siècle. Non, mais j'aime pas le 21e siècle. J'ai d'autres n'aiment pas la pluie qui tombe, etc. Exactement. Voilà, le 21e siècle est bien là. Alors,
Oui, il est bien là, ça, comme vous dites. Oui, et puis ça, on n'arrêtera pas ça. Ça, on n'arrêtera pas. Non, ça, voilà. c'est terrible. Puis alors, vous allez le regretter encore plus que moi. Mais ça, c'est une autre discussion. Vous savez, je ne passais pas à cette discussion. Le XXe siècle ne m'a pas laissé n'était pas beaucoup de brillant non plus. nostalgie. Ça, Vous voyez ce que je veux dire. je suis d'accord avec vous. Non, c'est intéressant, votre dernière discussion. Vous dites, il est égaré à gauche, Macron, et il devrait être à droite. Ah bon, on n'a pas de doute là-dessus. C'est ce Eh qu'on ben, est un peu objectif. moi, je vais vous dire. En fait, je pense qu'on se trompe sur les mots. Ouais. Quand vous dites il est de gauche, il n'est pas de gauche, moi je suis de droite décomplexée, etc. Je vous lis, je vous connais depuis quelques années maintenant, je vous écoute, mais vous n'êtes pas de droite. Vous êtes un libéral, comme Macron. Non. Non, Si, oui, si. je suis libéral, mais pas seulement. Enfin, Mais c'est pas attendez, et c'est Macron trop aussi simplificateur, ça. Simplificateur. Non, Attendez, Eric, je voudrais vous dire. Parce que c'est quand même pas rien. Si vous voulez, vous êtes, mais comme Macron, et encore une fois, c'est pas une insulte, hein, c'est un type intelligent et ce qu'il dit vous va très bien et ce que vous dites lui va très bien. Vous pensez que l'individu et le marché sont la mesure de tout. Je lis bien, on ira dans le détail si ça vous intéresse. Je vois bien quand vous masticotez sur l'euro, sur le c'était intéressant. D'ailleurs, j'ai lu ça, c'était intéressant, vos réponses, etc. Vous raisonnez en termes de marché et d'individu. Vous ne raisonnez pas, ou pas souvent, en termes de nation, d'histoire et de... Non, jamais. Vous raisonnez économiquement. Vous raisonnez comme un techno-libéral. Alors, je vous en prie, je vous en prie. Je ne vais pas faire un tunnel. Je suis en désaccord avec l'étiquette que vous me donnez parce qu'elle est trop simplificatrice. Je peux en comprendre l'intérêt journalistique, mais... Pas journalistique, vous voyez, de philosophie politique, c'est pareil. C'est trop... Il faut essayer, puisqu'on est rentré dans un nouveau siècle, de voir si on peut trouver des mots qui correspondent peut-être mieux à ce nouveau siècle. Je m'explique. Je m'explique. Le sursaut français, si vous l'avez bien lu, c'est 3 messages. 3. Premier message, les Français, aujourd'hui, nous disent « on ne vous croit plus ». Et c'est en grande partie pour ça qu'on va voter au Front National, parce que vous n'avez pas de résultats. C'est-à-dire que, en gros, vous nous promettez... Vous parlez comme Hollande. Non, attendez, s'il vous plaît. Vraiment, on n'a pas l'occasion de se voir souvent. Bon, laissez-moi dérouler. Allez-y. Non, c'est pas la peine. Allez-y. Non, allez-y. Je vous ai laissé parler jusqu'à présent. Oui, c'est pas une base, il n'y a pas de sujet, c'est juste parce que les journées sont courtes. Ils vous disent toujours, vous n'avez pas de résultat. Le chômage baisse jamais, l'insécurité baisse jamais, la délinquance. Vous regardez ce qui se passe dans les autres pays, ils ont des résultats. Madame Merkel, sur tous les indicateurs qui intéressent les gens, ou Monsieur Cameron, ils ont des résultats. Bien. Premier élément. Deuxième élément. Si on veut des résultats en France, parce que nos dirigeants ne sont pas meilleurs ou moins bons que les autres, si on veut des résultats, il faut peut-être changer la méthode de gouvernement. Bon, c'est-à-dire arrêter de penser qu'une loi qui dure 18 mois pour être fabriquée peut encore servir à quelque chose. On le voit avec la loi Macron, ça fait 18 mois qu'on en parle, elle n'est toujours pas applicable. Bien. Donc, l'idée, c'est on passe moins de temps à décider et plus à appliquer. Donc l'intérêt des ordonnances, c'est que ça se décide au lendemain de l'élection présidentielle et qu'on consacre les 5 ans à appliquer les 15 décisions qui débloquent le pays, tant dans le domaine économique que dans le domaine régalien. Et enfin, 3e temps de mon raisonnement, et je crois que c'est important, si ça peut contribuer à vous faire un tout petit peu enlever ces étiquettes un peu rapides. Je suis pour la liberté économique à tous les étages, parce qu'aujourd'hui on en a trop fait dans l'hyperprotection, et donc les gens qui ont envie de faire des choses ne peuvent plus les faire en France, et donc ils s'en vont de la France. Et je suis d'autre part pour un rétablissement du périmètre originel de l'État, c'est-à-dire le régalien. Sécurité, justice, immigration, laïcité, diplomatie, défense. Sur ce sujet-là, c'est à l'État de reprendre sa véritable action. Donc, Éric Zemmour, je ne suis pas simplement libéral du point de vue économique, je suis également pour qu'on remette la France en ordre de marche. Et ça passe par un réinvestissement du régalien. C'est les deux en même temps. Et je n'entends pas M. Macron là-dessus. Il n'y a pas de raison, il est ministre de l'économie. Et M. Macron, et c'est d'ailleurs un des grands reproches que je lui fais, passe beaucoup plus de temps à dire ce qu'il faudrait faire plutôt que de le faire. Or, il est ministre. Pardon, monsieur, et on arrêtera là cette querelle sémantique. Un libéral dit comme vous que l'État doit s'occuper du régalien. Je ferme la parenthèse. Oui. Donc vous apportez de l'eau à mon moulin. Oui. Sauf que le régalien au XXIe siècle n'a plus rien à voir avec celui des économistes libéraux de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe. Il y a eu 2-3 changements depuis. Vous voyez, à part la bombe atomique, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de changements. Hein.
Le régalien, c'est le régalien, quoi. C'est la police, c'est la défense, c'est la guerre. Enfin, sauf que vous ne faites pas la guerre de la même manière avec des drones que quand vous étiez obligé de mobiliser 1 million de personnes à la bataille de la Marne de 14. Comme de la même manière, quand l'espérance de vie en 1715 est de 25 ans, en 1810 de 35 ans, et qu'elle est aujourd'hui de 80 ans et qu'on réfléchit avec les nouvelles technologies et le numérique qui vous est si cher à peut-être envisager de pouvoir vivre jusqu'à 150 ans, les problématiques sont plus tout à fait les mêmes. Ça va être terrible, ça. Nous supporter jusqu'à 150 ans, ça va être... On n'est pas obligé de vous regarder à la télé non plus. Honnêtement, personne ne vous oblige à vous regarder à la télévision. Donc ça, c'est pas le critère. Mais le critère, c'est qu'il va falloir s'habituer psychologiquement à l'idée que, au même titre qu'on a doublé l'espérance de vie en un siècle, eh bien, lisez les livres de Laurent Alexandre. Si vous avez lu mon livre, j'en parle abondamment. J'ai l'impression que c'est pas le cas là, sur ce point en tout cas. On travaille aujourd'hui sur des recherches qui montrent de manière très crédible que l'on pourra vivre jusqu'à 150 ans d'ici une génération. Le transhumanisme, c'est autre chose. Le transhumanisme, c'est Laurent Alexandre qui l'a... Oui, mais c'est l'autre point de ses travaux. C'est passionnant, qui consiste en clair à dire que demain, il pourra être proposé à des jeunes parents de choisir s'ils veulent des enfants qui soient avec des yeux bleus ou des yeux marrons. Mais ça c'est déjà. Mais c'est également est-ce qu'ils veulent que ce soit des enfants qui soient bons en maths, par exemple. Et la question qui se posera, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Non, mais vous adorez le 21e siècle. Moi, je note, c'est tout. Non, mais c'est pas j'adore. Moi, j'ai appris de mes parents que ce qui comptait, c'était la capacité d'adaptation. Bon, et ben à partir du moment où vous naissez au 21e siècle, comme tous les siècles, il y a des épreuves et des choses heureuses. Mais très franchement, naître en 1890, ça voulait dire partir pendant 4 ans à la guerre dans les tranchées. Il le savait pas. Je ne sais pas si je suis totalement nostalgique de cette période, pour ne parler que de celle-là. Non, mais c'est vrai que c'est des dossiers d'avenir, mais c'est pas tout à fait le cœur de notre sujet. Est-ce que là, un peu quand même. Non, mais ça, sur ces le rôle d'un dirigeant politique, c'est de ne pas craindre de dire aux Français, le monde d'aujourd'hui, il est marqué par la chute du mur de Berlin et donc des explosions géopolitiques partout, et le numérique qui a envahi. Non, mais je parlais du transhumanisme, ça va pas être le cœur du sujet de 2017. En revanche, le cœur du sujet de 2017, c'est est-ce qu'effectivement va arriver quelqu'un qui va appliquer son programme, parce que vous savez, mais les ordonnances, moi je me souviens de Villepin qui disait voilà les 100 jours, on va tout faire dans les 100 premiers jours. On a déjà entendu ça. Pas par ordonnance. Non, mais pas par ordonnance, mais tout sera fait en 100 jours. Le régalien, c'est tout le livre d'Alain Juppé. Donc tout le monde est d'accord. Le problème, c'est que personne n'y croit, en fait. Et tout simplement parce que nous ne l'avons, en fait, jamais essayé. Le point de mon livre, le point de mon livre, c'est que je propose un contrat avec les Français. On ne l'a jamais fait avant. Les ordonnances de Juppé, 95, c'est l'inverse de ce sur quoi Jacques Chirac est élu. Et c'est pour ça qu'on a 2 millions de personnes dans la rue. Les ordonnances, enfin Dominique de Villepin, les 100 jours, on est à la 3e année du quinquennat de Jacques Chirac, et donc à un moment où il est trop tard pour démarrer un nouveau programme. Là, il s'agit d'un contrat de gouvernement que je propose. Je le propose avec les Français d'abord, en leur disant, si je gagne la primaire, le soir même, je compose une équipe avec les meilleurs juristes, les meilleurs économistes, avec des praticiens, avec des citoyens qui voudront y participer. On rédige les 15 ordonnances qui débloquent le pays. Alors, comment vous expliquez que vous voulez convaincre les Français, évidemment, comme tout homme politique, mais vous n'arrivez pas, vous vous en fichez des sondages, d'accord, mais vous n'arrivez pas à convaincre ceux de votre propre parti. Qu'est-ce qui bloque? C'est un peu tôt, là. Non, c'est un peu tôt, je vous assure, c'est fin novembre. Donc là, on démarre tout juste la campagne. Je suis en train d'installer ma candidature. Je vois l'accueil très différent qui est fait au livre des uns et des autres. Ça ne peut pas être cruel, mais enfin, entre le vôtre et celui de Nicolas Sarkozy, c'est ça. On voit bien vous en avez vendu pour l'instant 3400. Voilà. Non, un peu plus. Non, mais, ah bon non, mais on va pas chipoter. Mais il y en a 110 000 du côté de Nicolas Sarkozy. C'est un pour 30 ou un pour 40. Alors, il sera élu. Non, c'est pas ça. C'est que, apparemment, vous ne suscitez pas l'attente. Et parmi les militants, je trouve que l'attente, je ne parle pas des Français, je parle du cœur des militants, l'attente se porte plus sur Nicolas Sarkozy et d'autres d'ailleurs que sur vous. Comment expliquer? Bien sûr. Comment expliquer? Il y a plein de raisons, quand même. D'abord, 18 mois de silence qui ont pu permettre à ceux qui n'avaient pas forcément envie que je sois leur concurrent de dire, vous voyez, finalement, il n'est pas mort, mais presque. Ensuite, tout de même, des gens qui n'ont pas lésiné dans la nuance sur la manière de me mettre à mal. Vous savez, j'ai le souvenir d'un de vos confrères qui avait écrit le jour de ma démission de la présidence de l'UMP, alors même que je ne cessais de dire mon innocence, que c'était très bien Copé allait retourner dans les égouts. C'est sa place, disait-il. Bon, ça fait méditer quand même sur la capacité que peuvent avoir certains de tenir des propos monstrueux. C'est moche. Faut reconnaître que c'est moche. Oui, plus que ça quand même. Il n'y a personne qui a porté la contradiction d'ailleurs parmi vos confrères, c'est dire. Mais
Donc tout ça, ça a forcément contribué à dire des choses qui étaient très dures. Donc il me faut remonter cette pente-là en disant aux Français, vous voyez, depuis 18 mois, l'eau a coulé sous les ponts de la Marne, il s'est passé des choses, et en particulier le fait de dire peut-être que toutes ces horreurs étaient fausses, que la rumeur ça existe, hélas, et que derrière ça, il y a un homme qui a décidé quand même de reprendre la cordée, parce que ce qui l'anime au fond de lui-même, c'est l'histoire de sa famille, c'est l'amour de la France, et c'est ce travail que j'ai accompli sans caméra pendant 18 mois en rencontrant les Français de tous bords, et que j'ai complété par l'histoire de mon expérience de maire de Meaux, où dans une petite France qu'est la ville de Meaux, avec ses problèmes de délinquance, de quartiers difficiles, d'insécurité, de chômage, on a repris les choses en main et on a eu des résultats. Éric Zemmour. Deux choses. La première, c'est que vous avez, à mon sens, mais le même défaut que Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que vous avez une vision adolescentrique de la politique, c'est-à-dire que vous parlez que de vos petits malheurs, en disant regardez comme ils ont été méchants avec moi et regardez comme ils ont été durs avec moi et voilà, là objectivement oui il y a non de la mais matière. Oui d'accord mais je vais vous dire et encore une fois il n'y a rien de personnel, en vérité on s'en fout. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai compris qu'il n'y avait rien de personnel. Il n'y avait rien de personnel. Même moi, je viendrais à la télévision en disant regardez comme ils ont tous été méchants avec moi. J'en ai autant que vous. J'allais vous dire, vous l'avez fait. Exact. Venir à la télévision et dire ils sont méchants avec moi. Oui. Moi, la plupart du temps, on s'en rend pas compte. Ça me touche à vous disiez parce que je me rends compte que je le dis. Oui. Et je vous vois et je vous. Ah bon, bah alors très bien. Vous vous rendez compte que vous ne le faites pas. Alors si c'est vrai, si c'est vrai, vous me le ferez remarquer parce que vous avez cette psychanalyse. Non, mais parce que c'est un assistant en direct. Mais parce que non, mais je trouve que c'est du cirque. Non, mais parce que c'est vrai, c'est que comme c'est vrai, c'est une invitation mutuelle à travailler l'un et l'autre sur nous-mêmes. Bravo. Vous voyez, très bien. Bah, et c'est une manière peut-être de vous dire que sur ces sujets, vous avez une aptitude touchante à systématiquement, et vous allez dire que c'est votre métier, tant pis, à pointer du doigt, vous avez commencé comme ça, par les défauts de vos interlocuteurs, et du coup, ça vous empêche d'être un peu bienveillant. Si vous regardiez un peu aussi les qualités, la flamme, l'enthousiasme, des choses auxquelles vous ne voulez jamais croire, alors que pourtant, c'est uniquement, c'est bien souvent un moteur très fort. C'est un monde quand même assez violent, et je pense que vous avez donné autant de coups que vous en avez reçu. C'est peut-être ça l'intervention de Zemmour. Très franchement, je vous promets, j'ai eu en 18 mois le temps de recompter les coups que j'avais donnés, les coups que j'avais pris. Désormais, le solde vous vous souvenez mieux des uns que des autres. Vous vous souvenez mieux des uns que des autres. Mais là où vous avez raison, Éric, et là vous avez tout à fait raison, c'est que mon point n'est pas de parler de moi. Il se trouve que vous m'avez branché là-dessus en me disant, bah alors pourquoi vous n'y arrivez pas? Donc je vous ai répondu avec l'autocritique qui s'impose. Sinon vous m'auriez dit, vous ne vous remettez pas en cause. Mais en revanche, le vrai sujet, c'est le sujet de fond. Et si j'ai décidé de reprendre la cordée, c'est parce que j'ai ce projet à porter pour les Français. Et merci beaucoup Jean-François Copé. Est-ce que vous aimez rire? Beaucoup. Ah bah tant mieux, ça tombe bien. Y compris même d'ailleurs à mon détriment, en vertu du principe sur lequel je pense que la définition de l'humour, c'est la capacité d'autodérision. L'autodérision, très bien. Bah, je vous propose de rester encore quelques instants avec nous. Je pense que je ne vais pas être déçu. Pour suivre la semaine politique de Tanguy Pastureau. À voir. Bonsoir. J'ai décidé de faire une entrée à la Jean-François Copé parce que ça a plus de gueule que ce que je fais d'habitude. C'est pas faux. Cette semaine, Myriam El Khomri, invitée par Les Échos, le journal des gens pour qui Macron c'est Dieu, j'ai bien affirmé que c'était, je cite, l'un de ses journaux préférés. Najat Vallaud-Belkacem lui a depuis trouvé une place dans une classe de CP. Elle sera à côté de Théo, 6 ans, puisqu'il faut tout reprendre. El Khomri, c'est une dame qui à Vincennes vous dit « Oh, les beaux chevals, j'adore les animaux ». Fleur Pellerin à côté, c'était le prix Nobel de littérature. Cette semaine, Philippe Poutou du NPA, qu'on voit ici jouer à pierre-feuille-ciseaux avec des amis. À chaque fois, ils font tous pierre. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il a annoncé sa candidature pour 2017. Comme Nathalie Arthaud, Dupont-Aignan, Mélenchon. C'est fou. On est revenu en 2011, un an avant la présidentielle de 2012. J'ai à nouveau 24 ans. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes pas Cherokee? Poutou, Arthaud, Mélenchon, Le Pen, Sarkozy, il en manque un, nous sommes très inquiets. On est sans nouvelles de Jacques Cheminade. Alors Jacques, tu viens plus aux élections? Cette semaine, François Hollande a visité le Salon du Livre. Il a fait le plein de bouquins pour ses congés, dans 14 mois. Myriam El Khomri, qui était là, est allée au stand de l'Anne Trotro, mais elle n'avait pas le niveau des autres enfants. Quant à Valls, il a craqué, regardez, pour Chaleur créole, la biographie interdite de Christiane Taubira. C'est le seul type qui s'appelle Manuel à lire des livres qui incitent à l'onanisme.
Cette semaine, Michel Sapin a dédicacé au Salon du Livre son bouquin « Le moins glamour depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Jamais sans l'Europe », co-signé avec Wolfgang Schäuble, ministre des Finances allemand. Enfin, à côté de l'annuaire des Yvelines, c'est un polar exaltant. Henri, unique lecteur de Jamais sans l'Europe, qui a fait signer son exemplaire, a bien sûr été interné à l'hôpital Saint-Anne. Alain Juppé était lui aussi au salon, avec Xavier Darcos et Christine Albanel. C'est plus le Salon du Livre, c'est le forum de la seconde chance. On n'avait pas vu autant de revenants depuis les films de zombies. Puis Juppé a fait du sport, puisque regardez, il a parcouru à pied l'intégralité de la pyramide des âges. Cette semaine, Nathalie Kosciusko-Morizet a dédicacé elle aussi son livre devant une foule en délire de une personne qui occupe désormais la même chambre que le lecteur du bouquin de Michel Sapin. Et donc, pour ne pas perdre la face, son équipe sur Twitter a écrit « NKM passe du temps avec chacun ». Et quand elle perd une élection, ils écrivent « Elle a préféré rester discrète ». Elle a parlé durant 4 heures à son fan qui est mort d'épuisement. Cette semaine, le ministre écolo Jean-Vincent Placé a confié une mission à Denis Baupin, mari de la ministre écolo Emmanuelle Cos. En fait, les écolos se recyclent entre eux. C'est la mafia des toilettes sèches. Les Don Corleone du pipi dans la douche. Bon, dites-nous si on vous dérange, messieurs, dames. Cette semaine, afin d'économiser de l'énergie, Ségolène Royal a éteint toutes les lampes de son ministère. Un F-27, ça lui a pris 3 heures. Alors Hollande l'a aussi fait à l'Élysée, puis a fait l'amour à Julie Gaillet, a rallumé et a réalisé qu'il ne s'agissait pas de Julie Gaillet, mais de Roberto, le technicien sur place, qui a dit à Hollande « Je ne pensais pas que vous étiez resté si proche du peuple ». Pendant 1 heure, on a éteint toutes les lumières, donc personne n'a touché à Myriam El Khomri. Cette semaine, Manuel Valls, au match de rugby, regardez, a applaudi avec des gants. Ce qui est encore plus con que de surcoiffer quand on est chauve. Puis, il a fait la fête de la rose dans le Nord, et c'est bien que le PS s'ouvre à des personnalités de droite. Cette semaine, un point sur les tendances mode du printemps, avec le retour de la veste blanche jetable qui fait ressembler à un immense spermatozoïde. Ici, on voit Pierre Moscovici, et puis, regardez, François Fillon, à qui ça va très bien, et pourtant, il a de grosses meules. Elles sont autour de lui. Cette semaine, Stéphane Le Foll a rencontré les producteurs de lait qui l'ont collé, lui qui fait 2,12 m, dans une cave très basse de plafond. Sans doute un bizutage. Il est à l'heure actuelle toujours coincé entre le sol et la clim et les pompiers tentent de le dégager. Cette semaine, Nicolas Sarkozy s'est rendu à Abidjan. Il est proche des Ivoiriens, puisque lui en 2012 n'a rien vu venir. Alors grâce à lui, après Où est Charlie? Eh bien jouons à Où est Sarkozy? Regardez, donc c'est facile, c'est le seul à être entré dans l'histoire. Cette semaine, Bruno Le Maire, qui veut devenir président, a donc suivi l'atelier pratique intitulé « Comment entuber les Français ». Il a commencé avec 2 énormes tubes. Il sera bientôt prêt. Cette semaine, Monsieur Copé, vous, homme de droite, êtes passé devant la roche de Solutré, au lieu du mitterrandisme. C'est comme si Myriam El Khomri visitait la maison de Balzac, quoi. Puis, vous avez bien rencontré des poulettes, puisque vous aussi, vous aimez les animaux. Enfin, mystère. Pourquoi chez nous, Valérie Brochard est-elle toute droite? Alors que sur la chaîne parlementaire, regardez, elle penche. Comment ça, elle penche? Et puis, elle penche. Et elle penche encore. Cette dame, c'est la tour de Pise. Alors, je ne sais pas, vous avez mis du fil de pêche invisible pour qu'elle tienne comme ça. Je ne comprends pas, c'est un mystère. Voilà. Alors, cette semaine, on s'est pas forcément éclaté. L'actualité était triste, mais en tout cas, merci de nous faire marrer. C'est très gentil. Allez, bonne semaine. Ciao. Merci beaucoup. Merci. Alors, on en a entendu parler avec Tanguy. La semaine prochaine, à votre place, nous recevrons Nathalie Kosciusko-Morizet, elle aussi, a écrit un livre. Est-ce que vous l'avez lu? Pas encore. Ah, pas encore. Pourtant, vous nous avez dit que vous avez lu tous les livres de tous les candidats. Celui-là est trop récent, j'avoue que je ne l'ai pas encore. D'accord. Je ne vais pas vous mentir non plus. Non, mais tant mieux. Il faut observer un petit temps entre chaque livre quand même. Oui, c'est ça. Il faut respirer. Oui, quand même. Quel message vous aimeriez lui faire passer? Écoutez, franchement, j'en ai pas lui adresser parce que. Bonne chance pour les parrainages, peut-être. Aujourd'hui, effectivement, c'est son sujet. Et plus globalement, c'est vrai que, comme le dit souvent Éric Zemmour, c'est important qu'il y ait des femmes et des hommes à la primaire. Ouais. Et qu'aujourd'hui, à ma connaissance, sauf si elle a les parrainages, il n'y en a pas. Donc, je pense que ce sera bien. Et vous, vos parrainages, vous les avez déjà de côté? Oui.
Sûr? Certains, oui. Je pense pas que ça soit votre point faible. Là. Non, voilà, oui. je vous le confirme. Je sais qu'il y a un peu d'intox. Il y a un peu d'intox dans l'herbe. Enfin, franchement, il faut que tout le monde se calme avec ça. Il n'y a pas de débat. Très bien. Merci beaucoup, Jean-François Copé, d'avoir participé à notre émission. Est-ce que vous continuez à jouer du piano? Beaucoup. Ah, ben très bien. Alors écoutez, en parlant de musique, j'ai un très bel événement à vous recommander. Ça se passe à Nice demain soir. Éric Nolot sera sur scène avec Graham Parker. Exactement. Voilà, c'est déjà la fin de Zemmour et Nolot, mais nous revenons la semaine prochaine. Alors d'ici là, restez zen et bonne soirée sur Paris Première. Dans le système, vous allez précariser tous les insiders, pour reprendre votre terminologie. Et c'est ça le but, c'est ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Nous allons mettre en place, c'est un changement de paradigme. Et ce que vous appelez précarisation aujourd'hui, demain, ça sera un monde où les gens seront beaucoup plus autonomes et nous leur redonnerons les instruments de régulation sociale nécessaires pour que cette autonomie ne se réduise pas à la précarisation. D'abord, il faut commencer par la fin. Un équilibre hollandais à trouver, une synthèse. Il faut commencer votre article par la fin parce qu'on voit que vous êtes un communiste repenti, ça donne jamais des bonnes choses parce que vous êtes complètement dans l'autre sens. Et ensuite, excusez-moi, mais l'autonomie à laquelle vous aspirez, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde va être autonome, choisir son sexe, son métier et tout. Précisément, c'est le progrès de la civilisation. C'est le progrès de la civilisation. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Zemmour et Nolot revient juste après la pub avec notre grand témoin. Il a fait vœu de silence pendant 18 mois. Il revient avec un livre, avec une candidature à la primaire Les Républicains. Jean-François Copé sera avec nous, alors ne bougez pas. Justement, il a compris, il a changé, il a même un programme à présenter à la primaire Les Républicains. L'ancien accro des plateaux choisit dorénavant ses apparitions et il est avec nous ce soir, c'est Jean-François Copé. Bonjour. Bonsoir, monsieur Copé. Vous allez faire le tour, c'est compliqué. D'abord, ça vous fait vous lever un peu, c'est pas mal. Ça leur fait faire de l'exercice, c'est pas mal. La mal. station assise est très mauvaise pour la santé. Si, Valérie, il faut choisir votre camp. Vous êtes député Les Républicains de Seine-et-Marne, maire de Meaux. Et pour commencer cet entretien, j'ai quelques petites questions à vous poser. C'est le QCM. Le même moment. Alors, votre retour en politique, il était nécessaire, inévitable ou superflu? Et pour moi, il n'a jamais fait aucun doute à partir du moment où je remplissais deux conditions. La première, avoir un projet. C'est le livre Le Sursaut français qui en est le résultat que j'ai écrit. Et puis deuxièmement, c'était que la justice me fasse connaître qu'il n'y avait aucun élément qui justifie de me mettre en examen dans une affaire où j'ai été sali alors que je n'ai cessé de dire mon innocence. Donc ces deux points étant levés, pour moi, il était naturel de revenir dans le combat politique après que j'ai d'ailleurs beaucoup réfléchi à ce sujet. Alors justement, vous parlez de justice, la mise en examen d'un candidat à la présidentielle, ça disqualifie? C'est très compliqué ou ce n'est absolument pas gênant? Mais moi, sur ce point, je me suis prononcé. J'ai dit que si, pour ce qui me concerne, j'avais été mis en examen, je n'aurais pas été candidat. Oui, vous l'aviez dit sur le plateau de France 2 le 14 février dernier, mais alors du coup, en ce qui concerne Nicolas Sarkozy? Écoutez, ça, alors là, vraiment, c'est à chacun de dire ce qu'il en pense. Moi, je n'ai pas... Vous ne voyez pas d'inconvénient si jamais... Je n'ai pas dit que je ne voyais pas d'inconvénient. J'ai simplement considéré qu'on avait tellement émis de jugements moraux me concernant, sans rien connaître de ce qu'il était de la réalité des choses, que je me suis promis que, je ne le faisais d'ailleurs déjà pas avant, mais que je ne me mettrais pas à en faire après pour d'autres. Voilà. Oui, sauf que là, il y a un possible procès. Hein. Donc, ça, c'est encore autre chose. C'est sur une autre affaire. Écoutez, là aussi, qui concerne Nicolas Sarkozy pour les écoutes, trafic d'influence et corruption. Mais je ne ferai absolument aucun commentaire là-dessus, parce que ce n'est pas des choses qui me concernent, et que c'est à lui d'apprécier. Monsieur Copé, attendez, on peut... Évidemment que c'est à lui d'apprécier, mais on peut poser le problème. Vous pouvez poser, bien sûr. Sur le plan des principes. Là, on est dans une affaire où, en fait... ni Nicolas Sarkozy ni ses avocats ne contestent vraiment le fond de l'affaire. On joue surtout sur la procédure. Moi, je trouve que la Cour de cassation a validé la procédure. Moi, je regrette, mais d'un point de vue moral, on peut quand même parler de morale. Quand il s'agit de trafic, d'influence et de corruption, est-ce qu'il n'y a pas une disqualification morale à partir d'une certaine gravité? Parce qu'à partir du moment où surtout le fond n'est pas contesté.
Écoutez, sur ce point, il y aura beaucoup de discussions et de débats. Moi, je ne participerai pas à ce débat. Donc je vous le dis, pour que ce soit très clair, non pas que je veuille d'ailleurs l'éviter, mais je me suis fixé quelques lignes dans ma vie. Parmi celles-ci, c'est premièrement de ne jamais commenter les décisions de justice, quelles qu'elles soient, et deuxièmement, de ne pas venir porter le jugement sur ce que doivent faire les uns ou les autres. Pour une raison très simple, je le répète, j'ai suffisamment vu de gens s'abaisser dans leur comportement me concernant, alors même que je ne cessais de dire mon innocence, pour ne pas considérer désormais que cette ligne sera... Mais vous ne pensez pas que l'exemplarité participe du sursaut français quand même? On est bien d'accord. Monsieur Copé. Et c'est donc pour cela que je me l'applique, comme je vous l'ai dit, à moi-même. Lorsque j'ai dit que si j'avais été mis en examen, je n'aurais pas été candidat, c'est tout simplement parce que pour moi les choses sur ce point étaient parfaitement claires. Il n'est pas encore déclaré, il n'est pas encore candidat. Copé, moi j'aimerais prendre le sujet à l'envers, si vous me permettez, parce que j'ai une mémoire un peu longue et je me souviens de la règle édictée par Bérégovoy et Balladur, vous en souvenez aussi sans doute, qui faisait que tout ministre mis en examen devait immédiatement démissionner. Bon. Et on s'est rendu compte que ainsi on mettait la vie politique dans la main des juges, qui n'étaient pas toujours bien intentionnés, et qui en tout cas n'incarnaient pas la statue du commandeur dans Don Juan. Et qui pouvait, donc c'était, si vous voulez, mettre la vie politique dans la main de juges, et il n'y avait aucune raison, la main politique, elle est dans la main du peuple, et non pas des juges. Donc avec ce que vous venez de dire, est-ce que vous ne faites pas la même erreur que celle qui fut commise, et on s'en est bien rendu compte, par Bérégovoy et par Balladur? Vous savez, d'abord 20 ans ont passé. Oui, exactement. Les temps ont beaucoup changé. Et je me rends compte, avec les années qui passent, que tout le monde s'improvise juge. C'est ce que je vous dis. Vous voyez, on est bien d'accord. Non, on n'est pas. Enfin, non, c'est pas ce que vous avez dit. C'est ce que je dis. Tout le monde s'improvise, c'est tout le monde juge. Ça veut dire que tout le monde juge. Bah oui. Non, là vous dites que les juges peuvent considérer que leur décision de mettre ou ne pas mettre en examen a pour conséquence qu'un homme politique se démette ou non. Exactement. C'est pas ce que je dis. Je dis aujourd'hui, tout le monde s'improvise juge. C'est-à-dire qu'au vu d'une rumeur, d'un bout de papier, plus ou moins bien reproduit, d'un article, parfois totalement écrit sans aucune espèce de scrupule déontologique, on peut raconter n'importe quoi. Bon. Donc à partir de là, quel est le seul marqueur que nous avons? C'est ce que disent les juges. Parce que nous n'en avons pas d'autres. C'est ce qui m'amène à vous dire la chose suivante. Dans notre droit, il est clairement établi que celui qui est mis en examen reste réputé innocent, en vertu du principe de la présomption d'innocence. En revanche, c'est ce qui fait sa différence avec d'autres statuts, le fait d'être mis en examen signifie que vous êtes susceptible d'être renvoyé devant un tribunal. Ensuite, à partir de là, il faut considérer que quand on est membre du gouvernement et qu'on est mis en examen, vous êtes politiquement dans une situation, je dirais, d'insécurisation pour poursuivre votre travail. Et c'est ce qui m'a amené à considérer avec le temps qui passe qu'effectivement, quand vous êtes mis en examen, c'est compliqué de rester au gouvernement. Voilà. Maintenant, vous réinventez le gouvernement des juges. Non, mais enfin, c'est votre point de vue. Oui, je sais. Encore une fois, encore une fois, il y a. Non, mais vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. L'autre optique, c'est de considérer qu'on peut être mis en examen et rester au gouvernement. L'expérience montre que c'est compliqué. Bon. Voilà. Et que la vindicte, la presse, les commentaires font que vous ne pouvez plus exercer correctement vos fonctions. Regardez, Éric Zemmour, très intéressant. Je n'avais pas été mis en examen il y a 18 mois du tout. Je n'ai jamais été dans cette affaire. Bon. Et il s'est quand même trouvé des gens, très très nombreux, pour dire, il ne peut pas rester à la tête de l'UMP. Mais parce qu'ils sont d'accord avec vous? Non. Bah si. Mais non, je n'étais même pas mis en examen. Oui, enfin, vous avez compris que ça. Dès que le juge vient mettre son nez, il faut qu'il dégage. Eh bien, vous voulez que je vous dise là, c'était pas le juge. C'était la presse et c'était quelques responsables politiques. Les magistrats, ils ont travaillé en toute indépendance. Vos amis. Bah oui, c'est sûr. Et du coup, politique, non, vos amis, monsieur Copé. Donc vous êtes en train de me dire qu'ils étaient peut-être irresponsables. Alors là, si vous venez, vous aussi, à mon secours. C'est pas de notre faute si vous avez mal choisi vos amis. Mais en l'occurrence, je vous signale que je n'ai pas employé le mot d'amis, ça vous a pas échappé. J'ai donc parlé de responsables politiques par courtoisie et que vous avez vous-même, vous avez carrément sous-entendu que c'était mes amis. J'ai le goût de la précision. Oui, mais alors si c'est de la précision, allons jusqu'au bout. Mes amis, eux, ont été formidables. Et c'est parce que mes amis ont été vrais amis, oui, politiques. Et c'est parce que jusqu'au bout ils ont bien voulu. C'est parce que jusqu'au bout ils ont bien voulu croire que lorsque je leur disais que j'étais innocent, que j'ai pu pendant tous ces mois continuer de les voir, de construire ce qui est aujourd'hui
le contenu de ce projet, le sursaut français, qui est le support avec lequel je m'exprime vis-à-vis des Français sur ce que je veux faire demain pour notre pays. Il me reste deux toutes petites questions. Le plus probable en 2017, c'est que François Hollande soit réélu président de la République, que Jean-François Copé soit le candidat des Républicains pour la présidentielle ou que Marine Le Pen soit au second tour. C'est probable. Oui, c'est le plus probable. C'est une question un peu biaisée, parce qu'en vérité, je pense que François Hollande va avoir du mal à être réélu président de la République. Encore que, moi, je suis joueur d'échecs, je sais qu'il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Et d'ailleurs, pour l'avoir trop sous-estimé en 2012, certains ont été un peu surpris. Que Marine Le Pen soit au second tour, c'est un risque réel. Et que je sois le candidat des Républicains, vous l'avez compris, ma détermination est totale pour l'être. Très bien. Éric Zemmour. Allez, une dernière toute petite... Même au fond de vous-même, vous ne pouvez pas l'imaginer. Une dernière toute petite question, c'est le second tour justement de la primaire oppose Nicolas Sarkozy à Alain Juppé, les deux favoris dans les sondages. Qui vous soutiendrez? Je ne me place absolument pas dans cette hypothèse. Pourquoi? Tout simplement parce que, vous l'avez compris, je suis candidat pour l'emporter. D'accord. On vous accorde aujourd'hui 3% de... 3%. J'en fais pas la tête. Votre imitation d'Arlette Chabot. Vous voyez vous aussi, vous avez de la mémoire. Non, mais vous êtes crédité de 3% dans les sondages. Ouais. Votre imitation de celui qui y croit est pas mal non plus. À ceci près que celui auquel je pense ne faisait pas d'imitation et qu'il a gagné. Et que, pour tout vous dire, je pense à lui tous les jours, c'est Jacques Chirac. Et croyez-moi... Mais tout le monde pense à Jacques Chirac en ce moment. Sarkozy aussi pense à Jacques Chirac. Sauf que vous me prêterez le crédit que nous n'avons pas tout à fait eu le même rôle à l'époque. Et moi, le même rôle, ni même la même histoire de relation avec Jacques Chirac. Bon, mais simplement... Oh non. Au départ... Oui, mais moi, c'est tout le temps. Ah oui, d'accord. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, je vois tout le temps. Je vois très bien. La deuxième chose que je voudrais... c'est que il faut surtout pas perdre de temps avec les sondages, pour une raison très simple. D'ailleurs, qu'on soit très haut ou très bas. Et c'est un coutumier du très bas qui vous le dit. Parce que moi, j'ai quand même plus fréquemment visité les réserves pétrolifères du sous-sol en matière de sondage que la tête dans les étoiles. Ouais. Mais en même temps, c'est ce qui, à la fois, me donne une vraie constance dans le fait que je vais défendre mes idées jusqu'au bout et que je pense que ce que je propose, c'est-à-dire une rénovation complète de la gouvernance de ce pays, le rétablissement de l'esprit de commandement, fera peut-être la différence le moment venu, parce que j'ai, de ce point de vue, l'expérience d'avoir été maire de Meaux pendant beaucoup d'années et d'avoir vu que la politique, ça pouvait servir à quelque chose. D'accord. Alors, on a suivi vos douloureuses aventures, on commence à bien vous connaître maintenant, mais voici ce que vous n'êtes pas, c'est tout de suite dans l'anti-portrait réalisé par Dimitri Kefelec. Après la guerre fratricide avec François Fillon, comme il n'y a qu'un seul lit pour plusieurs rêves, suivi de l'affaire Big Malion, on m'a désigné comme une sorte de coupable idéal. Vous revenez après 18 mois de traversée du désert et Jean-François Copé, vous avez quelque peu le sentiment d'être... Car vous n'êtes toujours pas le bienvenu chez les Républicains. Vous manquez Copé, monsieur Solaire? Non. Pas de langue de bois, non mais bravo, pas de langue de bois. Cette motivation pour être candidat à la présidentielle me paraît à tout le moins superficielle. C'est l'histoire d'un phénomène de meute, c'est l'histoire du bouc émissaire. Vous voyez des gens que je connaissais depuis toujours avoir qu'une envie, c'est de cogner. Bon. 2017, vous y pensez depuis 10 ans, alors que Nicolas Sarkozy venait d'être élu et ne vous proposait aucun ministère. Vous vous déclariez déjà candidat à la présidentielle pour cette date. Jean-François Copé, vous n'êtes pas dénué d'ambition. Vous voyez comment vous à 10 ans? À 10 ans? Enfin à 10 ans, 12 ans, 15 ans. Président de la République à 10 ans. Moi, je l'ai rencontré en 1992, il avait 28 ans, il était candidat à une cantonale perdue d'avance à Villeneuve-Saint-Georges, et déjà, il avait cette ambition, cette volonté de tracer un chemin jusqu'au sommet. Ça fait très très longtemps que je pense vraiment beaucoup à la politique et à l'engagement. Votre credo, vous le rappelez dans votre livre, c'est...